Si maintenant je dois regarder mon sol lui-même, si je dois le décrire, donnez-moi les grandes fonctions que je dois voir apparaître. Le sol, allez, voilà, donc il doit être aérobie. Hein, ça c'est sans doute condition numéro 1. Deuxième condition pour ce sol. Mais il doit pouvoir manger. Il mange, c'est condition numéro 2. Donc qui est-ce qui mange dans le sol? L'activité biologique globalement, hein, toute cette chaîne extraordinaire dont on connaît finalement pas grand-chose. Hein. Donc je vais avoir ces deux systèmes, il faut à tout prix qu'ils aillent ensemble. Et donc une fois que c'est aérobie qui a les mangeurs, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix? Ben voilà, 3, la nourriture. Et donc en fait la quantité ici, c'est de la polycondensation. C'est-à-dire qu'avec 1 kilo de lignine, j'ai sans doute beaucoup plus de nourriture disponible qu'avec 1 kilo de paille. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on regarde toujours l'énergie produite au bout, c'est la même. Or, toi, tu dois regarder le volume. C'est-à-dire, chez François Mullet, ce qui est apparu, tranquillement, on travaille sur 20 tonnes, 25 tonnes de paille hectare an, des fois plus. Voilà la nutrition du sol. Hein? Eh bien, la question c'est, est-ce que j'aurai la même performance avec 3, 4, 5 fois moins de lignine? C'est-à-dire, j'ai plus la matière, d'accord? Donc, est-ce que j'ai pas intérêt à avoir un truc très ligneux, d'accord? Et donc, j'en aurais besoin de 4 ou 5 tonnes simplement pour faire le même job. Voilà la question qu'on pourrait se poser. Et donc, quand vous commencez à investiguer cette question-là, vous pouvez avoir des réflexions pour supprimer le pillage, puisqu'on pourrait remplacer les matériaux. De la paille, je vais à un matériau plus efficace qui pourrait être une feuille morte, plus de lignine en fait. D'accord? Et d'une feuille morte, je pourrais peut-être ajouter un petit peu plus de bois, d'accord? Plus de lignine à nouveau. Les réflexions, en fait, vous devez les ouvrir, c'est-à-dire pour ne pas être scotché au manque de matière. D'accord? Donc le premier travail sur la matière, on va le faire comment? Parce qu'il va me falloir du carbone. Donc je produis sur place. Deuxième raisonnement, pour un jardinier, assez facile quand même, je vais le chercher ailleurs. Ben, des déchets verts, comme ton collègue, qui t'amène tout un tas de choses. D'accord? Et donc, un jardinier, globalement, il n'est pas limité dans son raisonnement biomasse, parce que c'est une faible surface et que c'est assez facile à faire. Là où je vais être limité, c'est dans quel système? Ben, si je passe à plein d'hectares, là j'en ai 8, toi tu en as 20 en plus, toi je ne sais pas combien. Et donc on va se rendre compte que la recherche qu'on va faire, si je ne veux pas piller, elle va être sur quels axes? Sur l'axe de la nourriture. Donc on va regarder le contenu énergétique vraiment de mon aliment. Hein, combien de carbone dans les molécules. Hein? Donc ça c'est un job intéressant. Et ensuite, la nourriture, le deuxième job, si je veux nourrir beaucoup sans aller piller le voisin. Eh bien, le deuxième job de ce truc-là, c'est-à-dire il vous faut une espèce de bête de course, d'accord? Qui soit capable de produire beaucoup de biomasse. Et comment on a introduit ce raisonnement-là chez les agriculteurs et chez les maraîchers? Vous faites quoi en hiver maintenant? Voilà. Et en fait, il y a un vrai job autour du couvert végétal qui va arriver et on va lui assigner cette mission. Ça ici, c'est le couvert végétal parce que il pourrait nous sauver la peau. Et donc, la grande question, c'est donnez-moi la plante qui va sauver tout le monde. Non, on oublie les arbres. Les annuels, là, Hein? ils font beaucoup de Plante lignes. d'hiver ou d'été? Donnez-moi des exemples de plantes qui ont des grosses capacités de production. C'est ça qu'on va chercher. On essaie, il y a le sorgho. Miscanthus, pourquoi pas. Hein? Une fèverolle, du chanvre, Qui me Sorgho. parle, on m'a dit qu'il vinifiait. hein, du sorgho, Les maïs. du maïs. Très bien. Voilà. Et en fait,
la réflexion que vous devez avoir sur la nourriture, en fait, il faudrait sans doute la séparer, hiver et puis été. Et on va se rendre compte, quand vous parlez de sorgho, donc c'est une plante, oui, donc sorgho, et donc que nous a fait la nature pour que ça marche bien dans votre forêt? Les feuilles. Voilà, 50-50. Et on en met une couche, hein, quand tu regardes bien. Et donc, il y a quelques petits trucs comme ça qui vont se passer. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir des plantes assez extraordinaires. En fait, on va commencer à chercher des couverts végétaux d'été capables de très grosses productions de biomasse ou alors carrément des plantes de culture. Hein. Donc, ça pourrait nous aider. Et en hiver, qu'est-ce qu'on a qui pourrait passer automne, hiver, début du printemps? Donc, févrole éventuellement, qui est une plante qui pourrait aller assez haute. On veut de la paille, en fait. Hein, on veut quelque chose qui se lignifie, etc. Et donc on va retrouver quelques protéagineux assez intéressants en févrole et les céréales et globalement des variétés anciennes qui sont hautes comme ça, voilà, des seigles qui deviennent à 2,50 m, etc. Et puis il y a des plantes qui pourraient être intéressantes, c'est certaines crucifères. Hein. Donc le colza, très grosse capacité de produire de la biomasse. Hein. Voilà, automne-hiver. Et ici, vous pourriez avoir de la moutarde. Et donc, qu'est-ce que je vais rechercher quand je vais commencer dans ce raisonnement-là? Qu'est-ce que je vais commencer à rechercher dans toutes ces plantes-là? En fait, on va les lignifier le plus possible pour bénéficier de la polycondensation. C'est ça le job. Hein, parce que je sais que plus je concentre du carbone, plus je vais avoir de nourriture. Et donc, la réflexion, elle est où dans tout ça, si vous voulez? En fait, elle est dans le compromis. Un agriculteur, ou un maraîcher, c'est pareil, vous êtes dans des métiers où c'est le compromis gris de la production. D'accord? Ça, il va falloir l'accepter d'un bout à l'autre, parce que justement, le monde parfait, il n'était pas encore accessible. Personne t'a sélectionné une plante qui, au mois de mars... mais si, j'en connais une quand même, début avril, elle a fini son job, quasi, si on voulait. Ben, c'est du seigle. Le seigle, c'est la première céréale à partir comme une fusée. En 15 jours, elle passe du stade herbacé comme ça au stade 2,50 m et puis... mais le seigle, encore plus vite que les autres. Et donc, le problème qu'il va y avoir, c'est le côté un petit peu gris de tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde parfait et puis il faut un petit peu trouver la combine. Et donc, si je suis cohérent, d'accord ? Hein, à un moment donné, je vais biaiser. Hein, on va se rendre compte dans la suite de la formation que c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. D'accord ? On va s'arrêter pour l'instant au raisonnement, mais il y a quand même des règles d'or à mettre en place pour ne pas trop se tromper quand on met en place des systèmes de culture. Donnez-moi les plantes pionnières que vous trouvez. Toi qui es à Lyon, quelle est la plante qui vous embête? La plante pionnière qui chasse les hommes aujourd'hui? L'ambroisie. Ben oui. Que fait l'ambroisie? En fait, elle fait de la paille qui est du bois. Voilà. Son job, c'est ça. C'est-à-dire, elle pousse et elle s'est généralisée, parce qu'en plus, elle diffuse énormément. Et donc, elle vient corriger la dégradation des sols faite par l'homme, et elle chasse l'homme pour sauver la peau, d'accord, de la terre. Et donc, ce qu'elle fait, l'ambroisie, c'est de la paille et du bois. Si tu veux te débarrasser de l'ambroisie, ici, hein, si tu veux t'en débarrasser, il faut faire une seule chose, charger en lignine le sol pour que ça fasse de l'humus stable. Voilà. Moi, sur un coin de mon terrain, justement, j'avais énormément de kénopodes et d'amarants qui sont montés à 2 mètres de haut. J'ai attendu qu'ils sèchent, mais avant que ça graine, j'ai tout broyé. J'ai rajouté un peu de BRF en plus. Et je pense que ça devrait être pas trop mal au printemps. Alors, le kénopode, hein, vous voyez les réflexions. Donc, donnez-moi un autre mot pour le kénopode. Un truc qui a un gros look chez les macrobiotiques et tout ça. Ah, le quinoa. Voilà. Le quinoa, c'est ça.
Voilà. Et en fait, on va se rendre compte, d'accord, le quinoa, c'est un kénopode sélectionné, point. D'accord? Et donc, on va se rendre compte que si on fait correctement ce travail-là, on n'est pas démuni, si tu veux. Là où tu as eu tes kénopodes qui ont poussé, remets donc du quinoa que tu vends à quelqu'un. Tu dis, punaise, j'ai du quinoa, super, des 20 clients qui arrivent. Hein, tellement c'est dans le look. Hein. Et donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu tous nos systèmes de plantes, ce qu'ils font, parce que finalement, tu vas bénéficier d'une super paille, un truc qui pousse de peur. Hein, on ne sait pas trop, il n'a pas besoin de grand-chose finalement. Hein, le peu d'azote qui traîne, c'est pour lui. Et en fait, tu as la plante cultivée qui s'appelle le quinoa. Et l'amarante, c'est exactement le même débat. Tu as des amarantes comestibles, d'accord, dont on récupère les feuilles comestibles et la graine comestible. Donc voilà, il y a une vraie réflexion des fois autour de ce genre de choses. Et on va se rendre compte qu'on a tout un tas de solutions, on va dire, de plantes qui vont sans doute nous donner beaucoup plus de coups de main qu'il n'y paraît à première vue. Mais ça, on n'a pas du tout le réflexe de ça. On ne visite pas ce genre de raisonnement. Hein, donc là, tout est à construire et ça ne peut se construire que dans des réseaux un petit peu atypiques. Si tu veux, tu ne peux pas faire ça dans une agriculture industrielle où tu as un donneur d'ordre qui veut des patates toutes calibrées à je ne sais pas combien. Hein, voilà. Hein. C'est-à-dire, et donc ça s'incube, les innovations, elles s'incubent comme ça. Et donc la plante qui va gagner la bataille, donnez-la-moi, la plus extraordinaire de toutes. La meilleure plante qui a jamais été sélectionnée par l'homme pour faire tout le job là. Le maïs? Ben oui. Hein, le maïs, il a un truc abominable. Hein, c'est le plus gros rendement de biomasse, de paille, de grains et de racines du monde. D'accord? Avec les calories qu'il a, est-ce qu'il capte? Oui. Ouais. C'est la plus belle performance de tout le système cultivé. Et une plante qui est très intéressante, c'est le sorgho, hein, qui est quasi la plante en C4, un petit peu comme le maïs. Oui. Sauf que le sorgho, il va vous poser énormément de soucis parce qu'il faut minimum 15 degrés pour le démarrer dans un sol. Donc, comme il est moins sélectionné que le maïs et moins adapté à nos climats, hein, pour tout un problème de température, levée de dormance, eh ben, le sorgho, il est toujours un piège parce qu'il n'arrive, vous devez le semer en juin et la première gelée de septembre, bing, il dégage. En fait, il n'arrive jamais à faire son cycle. Par contre, partout où il le fait, il est colossal. Donc, on va finir avec le maïs. Regardez, le maïs, c'est le grain. Égale 60% du rendement total. Aérien. Ensuite, vous avez la paille. Donc, 40%, c'est la paille. Voilà. Et donc ça, c'est le rendement qui est sur le sol. D'accord? Donc là, vous avez le sol. Et puis, finalement, vous avez un truc un petit peu particulier, vous avez des racines. Les racines, c'est 50% de l'aérien. Voilà. Et dans le 50%, vous avez un truc un petit peu bizarre, parce qu'on le compte en même temps. En gros, vous avez 50%, c'est des racines, et 50%, c'est de la rhizodépôt. Hein, voilà. C'est-à-dire c'est de l'injection par les systèmes racinaires de sucre, de glomaline, de sève élaborée dans le sol pour la symbiose, etc., etc., hein, qu'on compte dans le rendement carbone du système, si vous voulez. Hein. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais retenez des grands principes comme ça. Hein, ça varie un petit peu selon les systèmes de plantes. Des fois, c'est que 30%, des fois, c'est 50%. Mais bon, peu importe. Voilà, on va se remettre des grands trucs comme ça dans la figure pour simplifier le débat. Hein.